Mesdames et messieurs, bonjour. Ne faites pas de projet, on ne sait jamais. Voici les titres. Espagne, l'eau, ça mouille. États-Unis, l'oreille est Harris. Iran, bien fait pour elle. L'eau a englouti Valence et ses environs en Espagne du 29 octobre au 3 novembre dernier, emportant pavés, bagnoles, vieilles dames et quelques chats mécontents. Dans ce pays, l'averse est si rare que même les rhumatismes des retraités belges rêvent d'y finir leur jour. Mais aussi, du coup, la prévention y est quasi inexistante. Depuis des décennies, la pluie en Espagne, c'est de la science-fiction et les infrastructures se sont assoupies sous un ciel toujours trop bleu. À la première goutte, les canalisations espagnoles ont réagi comme une biscotte chargée de retenir une soupe à l'oignon y-crouton. En France et en Belgique, on est maintenant tellement habitué à recevoir des litres d'eau dans les caves qu'on installe des réseaux d'évacuation et de rétention partout où on peut. De l'autre côté des Pyrénées, en revanche, l'eau est attendue comme un invité qui a dit qu'il viendrait, mais on ne sait pas quand, sans doute en 2080, s'il n'a pas d'autres projets. Peu de bassins d'orage, de digues, une pression immobilière qui bétonne tout, bref, l'eau ne peut que ruisseler. Les météorologues se sont pourtant égosillés le 29 octobre, mais le gouvernement de la région leur a mis un coussin sur la bouche en envoyant l'alerte qu'après que le mal fut fait. Un peu comme si votre enfant traversait la rue, qu'il se faisait choper par une bagnole et qu'à ce moment-là seulement vous lui disiez « Fais attention !» Pourtant, au cœur de ce chaos aquatique, quelque chose de rare s'est produit. Les autres villes d'Espagne, d'habitude un peu trop équipe adverse au foot, sont devenues solidaires, amenant couverture et marmites pleines pour les plus touchés, bien plus vite que ne l'aura fait l'armée, pourtant très attendue. Des élans poignants de générosité, franchement touchants. Mais évidemment, cette grande marée de compassion et le caractère fougueux des Ibères, réputés rudes, ont aussi donné lieu à des moments, disons, pathétiques. Le roi et la reine d'Espagne, en visite sincère le 3 novembre, se sont retrouvés embourbés dans ce qu'on leur a jeté au visage. Alors autant je frémis à l'idée de me trouver un jour dans la situation où sont les Valenciens, autant j'en ai un peu marre que les gens en colère se sentent obligés de matérialiser la cible de leur violence. Évidemment, on pourrait passer des heures à pointer du doigt une institution royale déconnectée, un gouvernement figé, des secours débordés, mais l'accusation serait incomplète. Car qui est vraiment coupable dans cette histoire d'eau? Tout le monde. Vous, moi, le bâtisseur insatiable de mouroirs à classe moyenne, l'amateur de gadgets venus d'Asie, tout le monde. Ces bateaux, d'accord, mais à force de bétonner chaque centimètre carré pour faire de la place au lotissement, on a transformé Valence en une énième crique méditerranéenne. Certes, on nous dira que la modernité ne se fait pas sans béton, qu'il faut bâtir, consommer, dépenser. Mais c'est notamment cette culture de l'asphalte qui nous fait jouer à la pêche aux connards dans les rues, puis badigeonner les poupées royales. Et ce besoin irrépressible de posséder des extensions de cheveux en nylon venues de Chine, ou de la pâte à tartiner algérienne 100% huile de palme, quitte à déverser du CO2 par container entier. Voilà qui achève de nous jeter de la falaise. Peut-être que la catastrophe est venue rappeler que nous la cherchions un peu. Et n'allez pas croire que les inondations de Valence ne m'évoquent que du sarcasme, mais avec tout le respect que je dois aux victimes, le déluge appelle une double réflexion, du moins quand on aura fini de jeter la boue et pourtant l'eau propre sur le seul mec du pays qui a à cœur de rassembler. Que la prévention n'est pas un luxe, qu'il convient d'optimiser les alertes et éduquer les inconscients que nous sommes. Ensuite, réaliser que le seul choix viable à long terme est de revisiter notre manière d'habiter la planète. On ne pourra pas continuer à acheter tout et n'importe quoi, à bétonner nos terres tout en croisant les doigts pour que les rivières restent sagement dans leur lit, le pouce en bouche. Bon, j'ai une réunion, je dois y aller. Où ça? À la Réunion. C'est pas une île, ça? Hein? Mais non, ici c'est sans majuscule. D'accord. Voilà, bon, alors j'ai mon carnet, j'ai un bic, j'y vais. Où ça? À la Réunion. Ah, d'accord. Hé, chef, Quoi? on ne devait pas faire la pub Foot aujourd'hui. Ah merde, oui. Et j'ai déjà commencé à faire mes recherches. Ah, eh bien voilà, oui. Quoi? Tu vas faire la pub tout seul. Tout seul? Vous voulez dire ça en toi? Bon, tu sais comment ça tourne, non? Bah, Les gens commencent à te connaître et tu as plutôt bonne réputation. Ah ouais? Non, mais ça pourrait venir. Oh. Bon allez, je vais être en retard, sinon je regarde ça en rentrant. In the night we come alive, through the wires we will
Ah oui, dis, j'ai pensé à ça. N'oublie pas de dire qu'il y a 22% de réduction du 10 au 13 novembre avec le code en description. Vous étiez pas dans l'avion? Dans l'avion. Pour la réunion? La réunion. La réunion, merde, faut que j'y retourne. Cette année, les States, comme on dit de par chez eux, se sont à nouveau offert le rituel quadriennal, une élection présidentielle à grand renfort de promesses, de feux d'artifice et, dans les coins les plus recouverts de poudre, d'un indémodable fond de mauvaise foi et de violence. Chaque camp a fait preuve d'un sens du spectacle sans pareil. On ne va pas se refaire toute la campagne, mais si je dois résumer, Trump a utilisé des superlatifs comme seul argumentaire et Kamala Harris a tenté d'élever le débat puis a laissé tomber pour entrer dans le politictainment à son tour. Revenons donc en arrière pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour peu qu'on n'ait pas déjà bien compris, vu toutes les émissions spéciales depuis des mois. 2016, Donald Trump est lauréat de l'élection et des foires agricoles. À sa manière, il inaugure la notion de débat public à un seul participant, où l'unique règle semble être de dire le plus de fois « amazing ». Les faits, les chiffres et les nuances, tous ces éléments d'une certaine finesse argumentaire sont non seulement superflus, mais également prohibés. À l'époque, on croit encore possible qu'il puisse s'améliorer, de prendre un peu de hauteur. Mais non, finalement, il préfère sa méthode maintes fois éprouvée à grand renfort de « c'est moi le plus grand président de tous les temps ». 8 ans plus tard, l'esprit critique se porte plutôt pas mal, en tout cas pour ceux qui aiment plutôt regarder les Marseillais à Cancun. En 2020, on croit enfin que les Américains sont sortis du film Idiocracy. Ils votent Joe Biden, un mec bénéficiant d'un bon de sortie de son EHPAD, qui est bien content d'être là et qui va beaucoup œuvrer pour que son pays cesse de laisser traîner des trucs par terre quand il est sorti. Et en 2024, Kamala Harris se lance donc dans la course avec un sourire ultra bright, mais des dossiers un peu vides. Kamala est la candidate par défaut. Biden a pris un énième coup de vieux et il faut bien désigner une relève qui respire encore et si possible racisée et si possible de sexe féminin. Elle se met donc en marche en août pour camoufler les fissures politiques de son parti et annales de son chef de file. Elle débute avec des discours résolument sérieux, un agenda infaillible et des formules concises façon « ouais mais pourquoi pas ?» Mais passé la mi-campagne, elle troque la gravité pour les petites piques à l'encontre de Trump et autres danses symboliques. Entre deux meetings, elle s'affiche avec une souplesse étonnante, hésitant entre la présidente modèle et l'égérie TikTok, convaincue que cette touche ludique pourrait plaire à un électorat dont le taux d'éveil rivalise avec celui d'un tireur de Butler en Pennsylvanie. Et voilà que tous les deux se retrouvent en 2024 à combattre, c'est le mot, pour devenir la personne la plus puissante du monde dans un pays pourtant en carton-pâte et qui poursuit toujours son rêve américain, c'est-à-dire de faire un barbecue le week-end en parlant armes, couverture sociale, mexicain et Super Bowl. L'électeur doit choisir entre voter Trump s'il pense que « ouais putain, nom de Dieu !» et Harris si au contraire il pense que « allez quoi les gars !» Bref, les Américains ont voté mardi dernier et l'homme orange a gagné. Ou alors est-ce Harris qui a perdu? À partir d'ici, ce n'est que prospective et compagnie, mais en gros, parce qu'il y a d'autres infos à traiter, l'Ukraine est condamnée, une solution à 2 États au Proche-Orient est plus que jamais hypothétique, le protectionnisme économique va faire florès, l'environnement n'a qu'à bien se tenir, les bébés non désirés vont arriver en force, amen. Les femmes vont soit la mettre en veilleuse et s'occuper de leur maison, soit montrer leur sein et aller tout droit en prison sans toucher 4000 francs. Et enfin, les gens qui mangent des chiens et des chats vont devoir arrêter. Dans un déluge d'applaudissements, de promesses irréalisables et d'envolées lyriques comme lui seul sait les orchestrer, Trump devient donc le 47e président des États-Unis, enfin en janvier prochain, après en avoir été le 45e. Les Américains ont tranché, la saison prochaine de Donald à Washington, façon télé-réalité, s'annonce pleine de rebondissements, d'invectives et d'un patriotisme façon bulldozer. Le scénario est rodé, les uns applaudissent, les autres plient bagages, et tout le monde s'entend pour dire que la vérité n'est qu'un point de vue. Le 2 novembre 2023, Aoud Daryaei, une étudiante iranienne en littérature française, a été arrêtée à Téhéran pour un acte jugé audacieux, vulgaire et démoniaque. Elle a osé retirer son voile et ses vêtements sur un campus en réponse aux injonctions des agents de sécurité qui trouvaient bien légitimement que là et là aussi, son voile était mal mis, qu'il laissait entrevoir le paradis, donc l'enfer.
Personnellement, je trouve qu'elle l'a bien cherché, qu'elle a amplement mérité son internement dans un hôpital psychiatrique. Déjà parce que cette décision nous permet de savoir qu'en Iran, il y a des hôpitaux psychiatriques, alors qu'on ne savait pas que la science y avait encore son mot à dire. Et puis surtout, parce que Aoud Ariaeh a dépassé les bornes. Alors par pitié, vous me trouvez peut-être cavalier, mais ne montez pas tout de suite sur vos grands chevaux. Je suis sûr que vous me rejoindrez bien vite dans les circonvolutions de mes pensées humanistes. De un, cette femme est une femme, ce qui déjà devrait nous alerter en ce qui concerne son discernement. De deux, elle a choisi de naître en Iran. Ne faut-il pas être fou pour naître et vivre en Iran? Perso, je trouve que oui. Tu es là dans le néant, Dieu, quel que soit son nom, qui n'a que ça à foutre, te propose d'aller naître sur Terre, et toi tu dis, franchement, ce qui me botterait grave, ce serait d'être une femme en Iran au XXIe siècle. Dieu, quel que soit son nom, qui n'est qu'amour, hein, et la preuve c'est qu'il offre aux hommes 72 vierges à condition qu'ils meurent en tuant des gens, Dieu, qui n'est qu'amour donc, dit alors, t'es sûr, hein, parce qu'il y a Monaco aussi, ou la Wallonie. Mais non, l'idiote a choisi de naître et de vivre en Iran. Dans un pays où chaque boucle de cheveux est une affaire d'État, toute femme sensée se résignerait à la prudence et à la soumission. Toute femme sensée prendrait son mal en patience, en attendant d'être un homme dans sa prochaine vie. Oui, il fallait sans doute qu'Aoud Ariaeh ait un grain de folie pour oser défier les normes d'une société qui ne cesse de rappeler que le bonheur d'une femme se mesure au nombre de murs autour d'elle. La société iranienne n'a rien fait d'autre que d'appliquer la logique la plus rigoureuse. En la retenant dans un centre psychiatrique, on l'a simplement protégée contre elle-même, lui évitant d'avoir à souffrir d'une liberté mal comprise. Encore une fois, une femme sensée vivrait en silence, se contenterait d'un peu d'air, juste ce qu'il faut pour éviter l'étouffement. Bien entendu, d'aucuns diront qu'Aoud Ariaeh, comme tant d'autres, n'a rien d'une égarée, qu'elle est au contraire d'une lucidité extrême. Son acte n'était pas un caprice, mais un cri, une manière de rappeler au monde que vivre en Iran pour une femme n'a rien d'un choix, c'est une lutte. Car depuis que Mahsa Amini est morte pour un voile mal ajusté, l'Iran tout entier a vu s'élever des voix, des femmes prêtes à brûler leurs chaînes, à montrer leur visage et, oui, à exister. Des folles, je vous disais. D'aucuns diront qu'en enfermant Aoud, les autorités n'ont enfermé que leur propre peur, une peur sourde, celle que leur monde s'effondre, pierre après pierre, dès lors qu'une femme ose les regarder en face. Derrière chaque porte fermée, un élan reste libre, derrière chaque mur, une voix murmure la liberté. Je t'aime, Aoud, tu es ma fille, et ne touchez pas à ma fille. Bonjour, je m'appelle Gontran H, et voici l'Almanach Alagon 2025. Je suis habillé classe, dans un environnement classe, parce que je vais vous le vendre. Et cette année encore, j'exagère. Cette année encore, j'ai commis un objet qui mise sur votre intelligence, sur votre propension à savoir rire de tout et avec tout le monde. Cet almanach, je vous le jure sur la tête de Mathilde Panot, est une exploration des tréfonds du n'importe quoi réjouissant. Il ne contient ni conseils pour planter vos choux à la mode de chez vous, ni instructions pour utiliser l'aloe vera pour vos hémorroïdes. Non, il s'agit d'un recueil de bons mots à usage intensif, de textes drôlement sérieux, de jeux d'esprit comme des mots croisés dans lesquels vous devrez placer bedaine, lampiste, andouillette. Et pour les plus hardis, il y a aussi quelques contrepétries philosophiques et autres trouvailles syntaxiques qui, à terme, pourraient très bien remplacer la psychanalyse. Mais cet almanach Alagon 2025, c'est surtout, et vous pouvez donc souffler, la solution à tous vos problèmes de cadeaux de Noël. Vous cherchez une idée qui fasse rire votre sœur, hurler de bonheur votre tonton, réfléchir vos amis. Eh bien, l'almanach Alagon 2025 vient à votre rescousse pour un prix qui fait rire également. Rendez-vous sur www.gontranh.be et faites-en profiter tous vos proches. Je fais les prix de gros. Aujourd'hui, c'est de nouveau ce que vous avez entre les jambes qui va vous guider dans les méandres moites et biscornus des heures chaudes de la journée dont la description vous excite déjà. Les astrologues disent de vous que vous êtes passionné, jaloux, possessif. Mais en réalité, vous êtes juste un ou une obsédée sexuelle dont les tribunaux regorgent. Et arrêtez de vous exciter de la sorte, millard. J'ai dit regorge. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans, bon sang? Quoi? Oui, je suis Scorpion et alors regorge. 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 Ah oui, et alors en amour, heureusement qu'on a les mains.